Nasmi, il faut marquer où? Bah, je sais pas. Déclarer forfait. C'est nous les chefs. La semaine dernière, on a travaillé quoi comme figure? C'est compris ou pas? Regardez-vous, il manque une personne. Bonjour ou rebonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième capsule vidéo sur l'évaluation au service des apprentissages avec Pascal Mériel là qui est avec nous. Et dans cette capsule, on va essayer de voir et de creuser un petit peu plus sur cette notion d'évaluation au service, vraiment au service des apprentissages. Et tout d'abord, je voulais te demander à quelles conditions tu sais que cette évaluation elle est au service des apprentissages. Parce que tu nous as parlé précédemment dans la capsule 1 du relais vitesse. Donc tu nous as expliqué sur les deux couloirs avec au relais vitesse, donc je vous invite à écouter la capsule 1 évidemment. Mais à quelles conditions, est-ce que tu as des repères particuliers qui te permettent de te dire, bah, tiens, telle évaluation en demi-fond, telle évaluation en basket, à quelles conditions cette évaluation-là elle est au service d'apprentissage? Alors, les questions que je me pose, c'est pas est-ce que cette évaluation va me permettre de la mettre au service de l'apprentissage? C'est presque dans l'autre sens. C'est-à-dire que pour moi, dès la conception de la préparation de la séquence, la conception de la séquence, intégrer tout de suite quel dispositif, quelle forme de pratique, quelle situation qui va servir de fil rouge pendant toute la séquence va me permettre de partager avec les élèves l'exploitation d'une évaluation, l'exploitation d'un relevé de nodé. Et cette notion d'exploitation avec les élèves, elle est importante. C'est-à-dire que je ne vais pas créer une situation d'évaluation pour moi, mais pour les élèves. Et c'est dès le début de la conception de la séquence qu'il faut y penser. Dans l'exemple du relais vitesse qu'on a vu tout à l'heure, c'est évident. C'est-à-dire que si elle n'est pas là, la séquence, elle ne fonctionne pas. Donc c'est bien la séquence, elle est construite autour de ce dispositif. Donc ça veut dire que même en amont, tu as un énorme travail à faire en amont. Oui. Par exemple, tu n'as jamais été, t'as jamais enseigné dans tel APSA ou tel APSA. Ça veut dire en amont, il va falloir vraiment que tu réfléchisses. Tout à fait, et oui. Que tu trouves du sens déjà. Qu'est-ce qui est marquant pour l'élève sur tel APSA? Qu'est-ce qui est marquant pour l'élève maoré aussi notamment sur telle activité? Et autour de ça, bah, tu vas créer cette démarche-là. Oui, complètement, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, j'ai parlé tout à l'heure de ce principe de faire une évaluation au service d'apprentissage, donc sur une démarche sur l'ensemble de la séquence. Donc là, on est sur une réflexion didactique professionnelle, hein, voilà. Mais il faut forcément aller sur une didactique précise dans l'APSA qui nous intéresse. Quels sont les enjeux de formation? Qu'est-ce qu'il est important d'apprendre dans cette APSA? Donc, je l'ai expliqué tout à l'heure sur le relais, à savoir centrer l'élève sur l'objet d'étude de la transmission du témoin sans perdre de temps, hein, et non pas sur comment je transmets, mais plutôt se rejoindre à pleine vitesse. C'est le premier objet d'étude important. Et dans les autres APSA, c'est la même chose. Alors, on peut par exemple, moi j'utilise beaucoup le dispositif du Baldi sur le match à triple score en basket ou en hand, hein, où très rapidement, 3 scores, c'est-à-dire le nombre de points marqués, le nombre de tirs en situation favorable et le nombre de pertes de balles. Alors, il faut avoir le moins nombre de... Voilà. Sur un relevé avec des juges, une table de marque qui compte les points. Et à la fin, il faut gagner sur 2 des 3 scores. Ce qui peut être une démarche prise du début et suivie jusqu'à la fin. Tout à fait. C'est pareil, du début à la fin. Du début à la fin. On va rentrer dans le détail après. Mais pourquoi ce triple score? Parce que il permet, là encore, de centrer l'élève sur l'objet d'étude d'une montée de balle à la fois rapide et assurée. Ce qui va éliminer le comportement individuel de celui qui essaie de partir à tout prix, quitte à perdre la balle, ce qui va éliminer peu à peu la grande passe qui veut traverser tout le terrain, qui est interceptée ou qui sort, etc., pour aller vers ce compromis, voilà, et un collectif qui va s'organiser pour répondre à la question, le problème posé, qui est réussir à aller rejoindre la zone de marque, favorable de marque, sans perdre la balle. Moi, avec mes élèves, à un moment donné, très souvent, le contrat, il est « Ah, vous avez plus de pertes de balles que de tirs en situation favorable, il faut inverser. Il faut absolument qu'on ait plus de tirs que… » Et on va mesurer ça tout au long de la séquence.
Et c'est là Et- où après tu agglomères aussi des situations autour Ah, de des ça situations pour, d'apprentissage, bien évidemment, pour sur tout essayer. ça, oui, oui, qui prennent sens par rapport à ça. Hein. Ça peut être tout bêtement faire des passes assurées en déplacement, pourquoi pas travailler la contre-attaque, cette fois-ci ça a du sens, etc. Hein. Mais peu importe. Et ce qui est important aussi, ce que nous dit Jean-Luc Ubaldi, c'est que ça donne du sens pour les élèves à cette notion de tirer en situation favorable. Au début, les élèves notent situation favorable, mais ils ne savent pas trop ce que c'est. Mais peu à peu, ça prend sens. C'est quoi une situation favorable? À quelles conditions je vais créer une situation favorable? Et donc, en amont, il y a forcément une réflexion didactique très importante qui fait sens. Et si on n'en a pas, si on ne l'a pas intégré, nous en tant qu'enseignants, on ne va pas piloter, j'aime bien ce mot de piloter la séquence, pour que les élèves soient centrés sur ces objets d'étude et sur les contenus d'enseignement qui permettent justement d'amener régulièrement le ballon en situation de tir favorable. Ça nous amène par exemple en tennis de table, au tout début, à faire une évaluation diagnostique autour de la montante descendante, uniquement pour l'enseignant, pour voir où sont les élèves. Et au final, on ne rentre même pas dans une démarche, parce que l'élève, il est uniquement sur un match directement, et on rentre pas dans une démarche. En fait, c'est une situation qui nous rassure d'une certaine manière pour voir un petit peu les niveaux, mais peut-être que cette évaluation diagnostique, si on arrive à la penser en amont, on pourra arriver à utiliser ça, et donc la démarche à faire vivre dès le début par l'élève, et qui a un suivi tout au long de la séquence. Alors, je vais répondre en deux temps. D'abord, sur le tennis de table, effectivement, faire simplement une montante descendante ou des formes de tournoi, en soi, c'est pas suffisant. Il faudrait plutôt faire référence à des travaux comme ceux de Nicolas Mascret sur Gagner avec la manière, ou mieux encore, en contexte mahorais, aller voir au GRA les travaux qui ont été faits sur le tennis de table, qui s'inspirent de cela, hein, tout à fait. Bon, ça, c'est par rapport au tennis de table, effectivement. Et ma deuxième réponse, ça va être sur la notion d'évaluation diagnostique. Et là encore, l'évaluation diagnostique est, selon moi, souvent mal comprise. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas tant le prof qui a besoin de faire un diagnostic. Le diagnostic, il a l'œil du maquignon, il va le voir. Hein. C'est l'élève qui a besoin de comprendre les éléments de ce diagnostic, c'est-à-dire qu'il faut être en capacité, grâce à un dispositif adapté, de partager avec les élèves l'exploitation de cette évaluation diagnostique, qui du coup n'est plus que diagnostic, mais elle va continuer. Après, c'est un peu compliqué quand même pour l'enseignant débutant, quand il arrive, il n'a jamais vécu l'APSA, de mettre l'élève dans une démarche. Oui, oui, complètement. Mais ça, c'est une démarche qu'il doit avoir lui, progressivement, d'essayer de faire des essais par rapport à ça. Et puis, je pense que la littérature nous donne des exemples aussi. Hein. J'ai cité Ubaldi avec le triple score. Ben, le triple score, quand il l'explique, c'est bien, mais il faut le tester, le mettre en œuvre pour justement en comprendre l'intérêt et la manière dont on va pouvoir le gérer, l'organiser tout au long d'une séquence. Hein. Alors, voilà, c'est ça. On n'a pas parlé de cette notion d'évaluation formative. Alors, je sais pas. Et formatrice, voilà, c'est ça. En fait, on a eu besoin à un moment donné d'ajouter ce mot formatrice. C'est Georgette Mugnati, mais c'est ancien, hein, c'est les années 70 à Marseille, parce que on a pu constater, ils avaient constaté que la notion d'évaluation formative était pas exploitée totalement, sinon dévoyée. C'est-à-dire qu'elle était seulement comprise comme quoi le prof aurait eu besoin de faire une évaluation pour voir où sont ses élèves, pour décider de quoi faire. Un repère pour lui. Repère pour lui. Or, ce qui a été développé là, c'est d'en faire des repères pour les élèves, pour les impliquer dans le processus, pour qu'ils puissent se situer eux-mêmes. Se situant eux-mêmes, ils s'impliquent davantage encore, et les contenus d'enseignement, alors, dans les textes de Georgette Mugnati, on ne parle pas de contenu d'enseignement, d'objets d'études, on va parler d'objectifs, de clarification des objectifs, de compréhension des objectifs, mais c'est la même chose, c'est la même idée. Hein, d'accord. Et ça c'est pour moi en filiation directe avec les réflexions actuelles sur l'évaluation au service de l'apprentissage. Et là, pour reprendre, Pascal, à quelles conditions tu sais que cette évaluation elle est au service de l'apprentissage? Est-ce que tu peux nous faire, par exemple, 3 à 4 points, je ne sais pas, sur quelles conditions pour toi si on récapitule, alors la première condition, c'est vraiment d'y penser dès le début, d'avoir quelque chose qui structure, un dispositif qui structure la séquence. Et le dispositif, il est matériel, mais il est aussi longitudinal sur l'ensemble de la séquence. Ouais. Il faut qu'il cible le ciblage. On n'a pas parlé du ciblage. Il faut qu'il cible
l'objet d'étude, l'apprentissage que l'on veut faire apprendre, faire construire aux élèves. Et la dernière, il faut absolument réussir à enrôler les élèves dedans, de façon à ce qu'on puisse partager. La notion de partage, voilà, la dernière condition, c'est que l'enseignant soit dans le partage de sa démarche avec les élèves. Ce qui est primordial aussi à Mayotte. Là. Ah bah complètement, à Mayotte, oui, c'est ça, oui, encore plus qu'ailleurs sans doute. Et j'avais une autre question, c'est qu'est-ce que tu penses de l'évaluation par capitalisation? Donc tu nous as parlé de l'évaluation au service des apprentissages au travers du relais vitesse, du triple score de Nicolas Mascret, et Ubaldi, pardon. Mascret, c'est perdre ou gagner avec la manière. Voilà. Et là, je voulais te demander la capitalisation. L'évaluation par capitalisation, qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'utilise pas peu ou pas souvent parce que je considère qu'il y a un risque justement d'être sur une évaluation des apprentissages, c'est-à-dire qu'on va découper le savoir en petits morceaux et chaque morceau devra être validé par étape. Alors, même si effectivement je peux construire mon enseignement par étapes, c'est-à-dire que si on va plus loin dans la vitesse relais, il y a des étapes, hein, il y a des moments clés. Mais capitaliser, j'ai peur de retomber dans le sens trivial. Voilà, on évalue l'apprentissage. Voilà. Oui. Et est-ce que tu as d'autres modalités d'évaluation qui, tout au long de ta carrière, t'ont semblé assez cohérents et que tu as envie de nous partager? Parce que j'imagine que, en tant qu'enseignant, là, tu arrives à avoir une réflexion sur cette démarche-là évaluative, mais cette évaluation qui bascule un petit peu en démarche et qui est suivie tout au fil de la séquence, mais t'en es pas arrivé là dès le début. Non, bah, évidemment, c'est forcément un cheminement progressif avec peut-être des moments clés. Alors, des tâtonnements aussi. Des tâtonnements, bien sûr, des tâtonnements. Ce qui est certain, c'est que dès le début de ma carrière, peut-être même encore étudiant, j'étais marqué par certains écrits sur l'évaluation. Je pense tu fais penser là à un petit livre, La psychologie de l'évaluation scolaire, un petit bouquin, quoi. Le nom des auteurs m'échappe, mais je le connais bien. Dès le début, ça m'avait frappé, ça. Tu vois, la psychologie à la fois de l'évaluation scolaire chez l'enseignant et chez l'élève. Donc il y a quand même un ancrage fort là-dessus. Et puis des réflexions, effectivement, les travaux d'Ubaldi, des choses comme ça. Même les cahiers spirales de Lyon, à un moment donné, tout ce qui était sur la notion de citation de référence, le fil rouge pendant toute la séquence. C'est ces choses-là qui m'ont amené, même si ça ne parlait pas forcément d'évaluation, à cette évaluation en fil rouge, en fait, donc c'est un cheminement. Et moi, j'engage les collègues à ne pas hésiter à chercher leur propre voie là, par rapport à ça. Et même si ça fait écho quelquefois à des difficultés ou à quelquefois aussi des réticences à fonctionner avec une évaluation un peu telle qu'on la demande, voilà, en conseil de classe, il faut avoir ton note, des choses comme ça. C'est aussi une réflexion par rapport à ça. Quoi. Ouais. Et est-ce que tu as... Moi, je sais que tu es un petit peu sur la fin de ta carrière plus qu'au début. Là, d'ailleurs, tu es bientôt à la retraite, quoi, dans pas longtemps. Est-ce que tu as des conseils à donner un petit peu aux collègues? Est-ce que tu as, je sais pas, une parole libre sur tout et n'importe quoi sur, Non, j'ai pas... Tu dis pas non, de non, conseils. De manière, ben non, parce que ça serait... Voilà, je peux pas jouer. Non, le seul conseil, c'est de pas lâcher, quoi, de toujours chercher, de se remettre, ouais, de tester, voilà, de tester des choses et de pas s'inquiéter si ce qu'on a testé ça marche pas du premier coup, c'est pas grave, quoi. Voilà. Ça marchera du deuxième. Ça, voilà, ouais, exactement, ouais. Ça marchera avec d'autres élèves et voilà. Et puis pour les collègues de Mayotte, ben voilà, de continuer parce que les élèves en ont besoin et les élèves nous le rendent, quoi. On travaille dans des conditions qui sont vues de métropole qui peuvent paraître très particulières. Hein. On est sur une de mes installations sportives où j'ai le plus enseigné. Hein. Voilà, le conseil, ça serait là. C'est plus un encouragement à pas lâcher, quoi. Donc merci Pascal, merci à tous vraiment sur tous les dialogues, tous les débats, même pour le GRA, pour tout ça, vraiment c'est génial, c'est inspirant même. Donc merci. Merci à toi, et merci Yann, merci à toi, merci voilà aussi pour le dialogue et l'accueil. Et je te souhaite bon courage et bonne continuation puisque tu parles du GRA, qui
qui est quand même quelque chose qui a du sens, selon moi, à Mayotte. Et voilà, continue. Ben, c'est gentil. Merci à vous de nous avoir suivis sur ces 2 capsules. Et puis à bientôt pour de nouveaux podcasts. Ciao, merci Jérémy. Au revoir.